Dans les années 50, un physicien redécouvre au musée d'Athènes ce fragment incompris provenant de l'épave d'un bateau coulé 20 siècles plus tôt. Convaincu de son importance, il passera le reste de sa vie à l'étudier, mais mourra 20 ans avant que la technologie confirme son intuition en permettant de le scanner tranche par tranche dans sa profondeur. La machine Anticythère a été découverte dans le stock des objets provenant du naufrage d'Anticythère. C'est un navire qui voguait vers Rome aux alentours de, on dirait, 60 avant Jésus-Christ et qui a fait naufrage devant la petite île d'Anticythère qui est entre la Crète et le Péloponnèse. Derek Dessola Price, qui était un spécialiste des mécanismes à engrenage, arrive à Athènes dans les années 50 et il va dans le musée national archéologique pour voir la machine Anticythère. En 1950 et 60, on ne voit que l'extérieur des fragments. Ce n'est que dans les années 70 où Derek Price a la chance de travailler avec un physicien nucléaire du Centre de recherche nucléaire d'Athènes qui fait faire des radios des fragments de la machine Anticythère. Et là, c'est une surprise énorme parce qu'on découvre dans le fragment principal 30 roues dentées et les dents sont très bien visibles sur les radios. Ce mécanisme permet de représenter le ciel à un moment donné ou de déterminer une date à partir d'une configuration particulière du ciel. Il règle tous les mouvements des planètes visibles, du Soleil et de la Lune, et en un seul mouvement, en tournant la manivelle, on fait tourner tout le ciel jusqu'au moment qui nous intéresse. La machine, c'est une représentation miniature et mécanique du cosmos, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant le système solaire. C'est un mécanisme perpétuel qui compte pas moins de 300 engrenages et pièces dentées. Il pose plusieurs problèmes. Pour le concevoir, il fallait nécessairement savoir que la Terre était une sphère et que les astres tournaient autour du Soleil. L'astronomie sphérique, à l'époque d'Anticythère, ça fait longtemps qu'elle est établie. Depuis l'époque, au moins, d'Euclide, qui a établi les bases de la géométrie, il y a Autolycos qui a établi les bases de l'astronomie sphérique. Il connaissait avec précision les cycles de chacune des planètes et le problème du décalage existant entre calendrier lunaire et solaire, identifié par le savant grec Méton. En 19 ans, donc 19 années solaires, entendons, il y a très exactement 235 mois lunaires. Calcul qui sera affiné un siècle plus tard par un autre astronome, Calypte de Cyzique. Si on fait 4 fois le cycle de Méton, c'est-à-dire 4 fois 19, ça veut dire 76, et on retranche un jour, on a une concordance du cycle lunaire et du cycle solaire beaucoup plus précise. Et c'est drôle parce que tous ces chiffres, le 19, le 235 et le 76, ils sont notés sur la machine, sur les inscriptions. À l'initiative de Mathias Butet, la société Hublot a décidé de reproduire ce mécanisme. Mais la première fois qu'il en a entendu parler, Mathias a d'abord cru à une plaisanterie. En moins 250, on est capable de faire ça, puis il y avait des engrenages comme ci, comme ça. Et là, moi, tout de suite, je dis, mais ça, c'est pas possible, les gars. Mais, et puis quoi, il y avait des extraterrestres aussi, et puis ils sont venus, puis ils ont donné le savoir aux hommes, et puis ils sont repartis, et puis... non, là, je trouvais que c'était une énorme plaisanterie, et puis j'étais fâché, et je suis allé là-bas en me disant, il faut en apprendre un petit peu plus. Puis en fait, c'était l'évidence, c'était possible, ça existait, c'était devant moi. Concernant le niveau mathématique requis, il est stupéfiant, car le mécanisme d'Anticythère met en jeu des mouvements différentiels complexes. Celui qui a conçu la machine, il avait derrière lui une longue tradition de calcul, c'est certain, parce que pour pouvoir représenter tous ces phénomènes complexes d'une façon si simple finalement, mais qui est très difficile à concevoir et à mettre en œuvre, eh bien, c'est pas le coup d'essai. C'est pas un coup d'essai qu'on fait ça. L'orbite de la Lune autour de la Terre n'est pas circulaire, mais elliptique, ce qui lui donne depuis la Terre une vitesse variable. Ce qui est compliqué à reproduire, car les engrenages produisent des mouvements circulaires constants. Les roues s'engrainent l'une dans l'autre, comme pour nous. Elles tournent, mais en tournant sur un satellite, et ça on sait le faire aussi, c'est des engrenages planétaires. Mais pendant qu'elles tournent, elles vont s'éloigner, donc on va mettre plus de temps pour aller chercher le flanc des dents, donc on retarde,
et on va se rapprocher et on va aller un peu plus vite. Donc ils ont fait respirer ces engrenages pendant qu'ils fonctionnaient, ils s'éloignent, ils se rapprochent, et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça change le rapport d'engrenage. Ils ont fait un truc absolument incroyable, de simplicité, puis en même temps, c'est génial, on a passé complètement à côté dans notre civilisation. À cette connaissance s'ajoute celle de la maîtrise de la réalisation des engrenages. Il y a des engrenages à l'intérieur qui sont d'une technicité, d'une ingéniosité qui est juste extraordinaire. La partie recherche et développement, c'est-à-dire conception de l'objet, elle dépend des connaissances que l'on a au départ. Parce que si pendant qu'on est en train de faire, on est aussi en train d'apprendre, et puis ça peut prendre une éternité, et ça prend une vie entière. Ce qu'ils n'oseront peut-être pas dire face à ma caméra, de peur de déranger certains archéologues, c'est le savoir mathématique nécessaire pour réaliser un tel mécanisme, très au-delà de ce qu'on attribue généralement aux Grecs anciens. Car dans le cas contraire, il leur aurait fallu des milliers de prototypes pour parvenir à un résultat aussi précis. Mais comment passer à une réalisation mécanique? C'est ça qui fait mystère encore de nos jours. Oui, car dans la pratique, c'est bien plus compliqué que ça en a l'air. La roue principale comporte 223 dents. Comment décomposer facilement un cercle en 223 parties égales? La machine antister, ce n'est pas un objet unique. Il est unique pour nous parce que c'est le seul qui est parvenu jusqu'à nos jours grâce au naufrage, mais on est sûr qu'il en a existé des dizaines, je dirais. Certains écrits grecs résonnent différemment depuis qu'on connaît ce mécanisme et son utilisation. Et on a un livre qui est arrivé jusqu'à nos jours, copié par les scribes, d'un astronome qui a vécu à peu près à la même époque que la fabrication supposée d'Anticythère, Géminos. Et quand vous lisez ce texte, vous avez l'impression de lire une description de la machine d'Anticythère. S'il fallait une preuve que les outils ou machines ne survivent pas au temps, l'Anticythère donne à réfléchir. C'était il y a seulement 2000 ans. L'Égypte, c'est 3000 ans plus tôt. C'est parce qu'il a coulé qu'il a été sauvé. C'est un paradoxe. Il serait resté sur la Terre, il aurait été fondu, recyclé pour faire autre chose. C'était la loi pour tous les objets métalliques qui ne servaient pas à partir d'un certain moment. Et ce mécanisme fonctionnerait toujours s'il n'avait pas séjourné sous l'eau. Comment un épisode majeur de l'ingénierie humaine a-t-il disparu de notre histoire? Car on n'a pas seulement perdu l'objet, mais l'idée même qu'il ait un jour existé. C'est un peu comme si on avait découvert un ordinateur dans l'épave du Titanic. Le plus étonnant est que cette découverte semble être passée presque inaperçue dans les rangs de l'archéologie. Si vous demandez à un archéologue classique quel était le rapport des anciens à la technologie, au mieux, bon, il parlera peut-être de l'architecture, évidemment, mais ça, on ne peut pas passer à côté de l'acropole, c'est clair. Les anciens, c'était surtout la théorie, la pratique, c'était pour les esclaves. C'est le genre de discours classique. Mais ça dure depuis les Romains, ce discours. La machine d'Anticythère remet en question ce discours et oblige à relire déjà, mais à réécrire aussi pas mal de choses.